Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Certaines personnes qui, pendant un certain temps, s'inquiétaient du vaccin contre la Covid-19 suite à des rumeurs indiquent qu'elles ont finalement été vaccinées et qu'elles n'ont rien vu comme effet secondaire. Kassim Youssouf. Mutabazi Eli est l'un de ceux qui ont tardé à se faire vacciner suite à des rumeurs qui circulaient et à ses propres raisons. Il y a ceux qui disaient que la vaccination rend les gens stériles. Personnellement, je pensais que si je me fais vacciner, je tomberai malade et puis je n'aime pas les injections. J'en ai trop peur. Et même faire le test de goutte épaisse, il faut parfois que je sois lié. Il a fallu qu'il prenne tout son temps pour voir si ceux qui sont vaccinés n'ont pas eu de problème. Depuis 10 mois que l'activité de vaccination est en cours, il y a ceux qui n'ont pas encore reçu aucune dose. J'ai eu pas mal de problèmes. Aujourd'hui, je me suis libéré et je suis venu me faire vacciner. C'est la première dose que je vais prendre. On disait qu'il y avait beaucoup de gens qui se faisaient vacciner et je me disais que je m'y rendrais le lendemain car ma dose est certainement là. Ces gens devraient essayer de se faire vacciner car nous l'avons fait et nous n'avons aucun problème. Cela fait un mois que le Rwanda connaît la 4e vague du nouveau variant de Covid-19, Omicron. Pour y faire face, des efforts ont été fournis pour accroître le nombre de personnes vaccinées, mais il y a encore des détracteurs qui ne veulent rien entendre à propos de la vaccination. Le ministère de la Santé leur demande de ne pas s'inquiéter. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui s'enfuient disant que c'est à cause des vaccins et c'est suite à des croyances religieuses. Je voudrais leur dire que la vaccination n'entrave pas la croyance et les vaccins que nous utilisons sont sûrs et sont importants pour réduire le Covid-19 et pour que les gens ne tombent pas malades jusqu'à perdre la vie. Le ministère de la Santé indique en outre qu'il a lancé une campagne de 15 jours pour accélérer davantage l'activité de vaccination pour qu'au moins 1 800 000 personnes soient vaccinées. Nous avons augmenté le personnel opérant dans la vaccination pour que les gens dans tout le pays accèdent rapidement aux services parce que nous voyons que certains qui ont reçu la première dose font plus de 2 ou 3 mois sans prendre la deuxième. Nous voulons les aider et les trouver là où ils sont pour les vacciner. Les efforts déployés dans cette activité concernent notamment l'augmentation des sites de vaccination contre le Covid-19, procéder à la vaccination à domicile afin que le gouvernement puisse atteindre son objectif selon lequel au moins 70% de la population totale, soit environ 9 100 000 habitants, soient vaccinés avant juin de cette année. Alors que la vaccination se poursuit un peu partout sur le territoire national, certains jeunes effectuant leurs activités à Gisozi affirment que le vaccin contre la Covid-19 les a aidés à travailler sans aucun problème et qu'ils continuent à respecter toutes les mesures préventives de cette pandémie. Dans la ville de Kigali, précisément à Gisozi, le marché est une source d'emploi pour plusieurs jeunes. Ces derniers témoignent de l'importance de la vaccination et son impact sur leurs activités rentables. J'encouragerai les jeunes à se faire vacciner car, en plus de se protéger, on est capable d'accéder à plusieurs endroits sans aucun problème. Après avoir été vacciné, il y a un sentiment de confiance tout en sachant que le virus ne peut pas nous affecter comme c'est le cas des personnes non vaccinées. Lorsqu'on est vacciné, on se rétablit rapidement une fois qu'on est infecté. Bien qu'un grand nombre de personnes aient déjà compris l'importance de se faire vacciner, le ministère de la Santé au Rwanda appelle encore ceux qui résistent toujours à ne pas être induits en erreur par de fausses informations et des mythes sur le vaccin contre la Covid-19. Sans toutefois changer d'angle, revenons sur le point de vue des ministres de la Santé et de l'administration locale en ce qui concerne les rumeurs autour de la dose de rappel contre la Covid-19. Les interprétations
de l'article qui est sorti, publié par l'OMS. Il s'agit d'un groupe d'experts de l'OMS qui a fait des observations et des recommandations sur les vaccins en général et en particulier sur la dose de rappel. Le communiqué, en fait, recommande aux pays de penser à l'équité quant à l'accès au vaccin. Il est normal que dans tous les pays, on fasse un effort pour vacciner le plus grand nombre possible, au moins à partir de ces deux vaccins, la première dose et la deuxième dose. Et que dans la mesure du possible, pour des pays qui sont capables de le faire, qui ont déjà une bonne couverture pour les deux premières doses, ces pays sont encouragés, noir sur blanc dans ce document-là, à administrer la troisième dose. Et l'article continue en disant que même si il est possible que les vaccins actuels n'ont pas été conçus, fabriqués, n'ont pas été conçus et fabriqués comme il aurait dû faire si Omicron existait à l'époque, mais il y a toujours la possibilité d'ajuster la structure, la composition du vaccin pour qu'il puisse être davantage une réponse immunitaire aux variants circulants. Donc c'est pour dire que les vaccins ont été fabriqués bien avant le variant Omicron, mais clairement, la structure de base, elle est un coronavirus. Et ensuite, il recommande que, dans la mesure du possible, ces ajustements peuvent toujours avoir lieu. Mais un fait est là, et c'est bien écrit, que de toutes les façons, même avec ces vaccins actuels par rapport au Omicron, le variant Omicron, il y a un bénéfice énorme pour ce qui est de la réduction de la mortalité et même des cas sévères dans nos structures de santé. Et surtout, la protection des systèmes de santé pour qu'ils ne puissent pas s'écrouler avec beaucoup de patients envahissant les structures de santé, au point que d'autres malades n'aient même pas l'opportunité de se faire soigner. C'était plutôt un appel à l'équité, un appel à la vaccination, pour ceux qui peuvent déjà avoir le booster, ils peuvent y aller, un appel à un ajustement potentiel de la structure du vaccin en fonction des variants comme ils vont venir dans le futur. Voilà 3 messages qui étaient dans ce communiqué-là. Alors les gens, malheureusement, se sont beaucoup plus concentrés sur le fait que les vaccins existent, ils ont été fabriqués avant qu'Omicron existe, et donc ils ont vite conclu qu'il n'y a aucun avantage à se faire booster ou à se faire vacciner, parce que tout simplement, ces vaccins étaient fabriqués avant l'apparition de Omicron. C'est faux. Donc la réalité est que, et nous pouvons le voir, ce n'est pas seulement des écrits, nous avons dans nos hôpitaux, les gens l'hospitalisation, vous ne pouvez pas comparer ce qu'on a aujourd'hui comme taux d'hospitalisation avec ce qu'on avait au mois de juillet avec Delta. Ça veut dire que parce qu'on a un grand nombre de gens qui sont vaccinés, on en tire déjà l'avantage d'avoir une population importante déjà vaccinée. Et on doit continuer dans ce sens pour qu'on soit aussi préparé pour d'autres variants. Dans cet article-là des experts de l'OMS, ils le disent, qu'Omicron n'est pas le dernier variant. Il y en aura encore un autre. Justement, Monsieur le Ministre, c'est question de mentalité. Pourriez-vous mettre un accent histoire de réconforter ou bien mettre un accent sur l'importance de la dose de rappel? La dose de rappel, c'est un principe normalement que les gens, en principe, connaissent parce que nous avons dans notre calendrier vaccinal jusqu'à 12 vaccins. Seul le BCG, le vaccin qu'on donne à la naissance, à l'épaule, une injection, c'est ce vaccin-là qu'on donne en dose unique. Les autres 11 vaccins restants, on en donne à 2, à 3, à 4 doses. Donc la notion du rappel, c'est une notion qui, notre système immunitaire a une mémoire. Quand vous avez déjà été en contact avec un agent antigène et que vous avez une dose rappel, ça stimule encore l'immunité à pouvoir produire davantage d'anticorps qui perdurent. Et donc, les essais ont été effectués pour montrer que pour tel vaccin, il faut en arriver à 2, pour l'autre, il faut faire 3, pour l'autre, il faut faire 4. Donc, c'est une notion qui est connue, qui est banale dans le domaine médical. Il n'y a pas de raison que les gens s'étonnent, pensent que c'est la première fois qu'on va le faire pour Covid. On est aujourd'hui à la 3e dose pour la vaccination contre la Covid-19. Il n'est pas exclu pour certaines catégories de personnes très vulnérables qu'ils aient une 4e dose. C'est possible et ça n'a rien de charlatan. C'est ce qui se passe, ça s'est fait déjà, donc les gens devraient accepter ça parce que l'autre variant qui viendra, à supposer qu'il vienne avec une autre structure complètement différente des structures qu'on a, il faudra
que les scientifiques puissent ajuster le vaccin en fonction de cette nouvelle structure du virus. Oui. C'est tout à fait normal. Oui, merci beaucoup. Monsieur le ministre, en général, revenons sur la vaccination. Il y a toujours des gens qui refusent de se faire vacciner. Que pensez-vous être la raison de cette attitude? Merci beaucoup. Je dois d'abord commencer par une note d'appréciation pour les Rwandais qui ont répondu massivement à la vaccination. Et si vous considérez, vous comparez la carte de l'Afrique, vous voyez que le Rwanda est en tête avec le plus grand nombre de personnes vaccinées. Ça, c'est une note d'appréciation que l'on doit d'abord informer la population rwandaise et les féliciter d'avoir vraiment répondu massivement à la vaccination. Deuxièmement, vous parlez déjà qui ont résisté. C'est très peu, très peu. Des fois, quand on en parle, on croit que c'est 20 000 ou 30 000, c'est dans les dizaines, dans les vingtaines, 30, 40 dans un district. Ce n'est pas un grand nombre. Et des fois, cette résistance au changement était basée à la croyance religieuse. Quand on a approché les chefs des religions affiliés au Rwanda, qui sont reconnus au Rwanda, ils nous ont montré catégoriquement que ces gens-là ne sont pas leurs adeptes, ce sont des gens qui ont décidé de ne plus répondre à l'administration de ces religions. Aujourd'hui, on en avait certains qui voulaient même aller en dehors du pays, mais les pays qui devraient les accueillir aussi disent nous avons commencé aussi à vacciner. Si vous ne voulez pas vous vacciner chez vous, pourquoi venir ici, là où aussi nous avons commencé de vacciner? Alors, ces gens-là qui avaient refusé, on les a éduqués, on a pris retard avec eux. Le changement de comportement, ça prend du temps. Et on les approche, on se fait aider par les pairs, par ceux-là qu'ils aiment, qu'ils apprécient ou qui vivent ensemble. Ils changent de comportement et puis ils reviennent pour la vaccination. On a des témoignages à partir des responsables de certaines religions. Et la réponse aujourd'hui au vaccin est tout à fait la meilleure. Les stratégies dont vous venez de parler sont vraiment spéciales. Est-ce que la part des autorités des instances de base, est-ce que c'est juste pour les religieux ou bien aussi les autorités aident? Normalement, comment on travaille? On a l'administration locale, depuis les maires jusqu'à les chefs de village. Et ces gens-là, ils sont là pour informer la population du programme du ministère de la Santé de vaccination. Alors on fait appel, on donne des communiqués, on utilise les chefs des religions pour donner le message dans les églises, dans les mosquées. Et puis les gens viennent pour répondre à l'invitation qui a été donnée par le ministère de la Santé. Alors, notre responsabilité encore, c'est de rappeler ces gens-là qui ont eu le premier vaccin, on les appelle leur date de recevoir la deuxième dose de vaccination, ainsi de suite. Donc, on fait la mobilisation parallèle. Il y a le ministère de la Santé pour la logistique, il y a le ministère de l'administration locale pour la communication, pour la mobilisation, pour donner le programme de vaccination. Et aussi, il y a les églises pour encourager leurs adeptes à répondre massivement à la vaccination. Donc, on travaille vraiment en équipe et puis le travail est louable jusque-là. Il n'y a pas de force. Au départ, les gens venaient massivement et ne trouvaient pas de vaccin parce que ce n'était pas leur date. Mais aujourd'hui, on appelle les gens en respectant les dates qu'ils ont eues sur les cartes. Donc, la mobilisation se fait sans problème. Toujours sur la page nationale de la santé à la justice, la Cour d'appel débute en appel pour terrorisme ce lundi le procès des anciens dirigeants de membres de MRCD-FLN, dont Paul Rusesabagina qui présidait le groupe. Le point avec Hassim Youssouf. Devant la haute cour, Paul Rusesabagina et ses 20 autres co-accusés avaient été initialement condamnés à des peines allant de 3 à 25 ans. En appel seront examinés entre autres points la partie civile
qui n'a pas été satisfaite des indemnités décidées par la Cour. Saint-Guillaume Vincent, qui était secrétaire exécutif du secteur Nyabimata au moment de l'attaque du FLN, avait été blessé par balle et avait vu sa voiture incendiée par les assaillants. Nous avions demandé des indemnités, mais la Cour n'a pas tenu en considération certaines de nos doléances indiquant que les éléments de preuve avaient été insuffisants. Nous n'en sommes pas satisfaits étant donné que certains éléments de preuve sont indisponibles actuellement, tels que les biens emportés ou incendiés. La Cour a décidé une indemnité de 10 millions de francs rwandais pour celui dont le conjoint a été tué, 5 à 5 millions et demi pour celui qui a perdu un enfant, 5 millions pour celui qui a perdu un parent, 2 millions pour un frère, alors que celui qui est sorti handicapé de cette attaque devait recevoir entre 3 et 4 millions. L'accusation a également interjeté appel, jugeant les peines trop réduites par la Cour, comme l'avait déclaré le porte-parole de l'organe national des poursuites judiciaires, Faustin Moussi, lors du verdict le 20 septembre dernier. Nous estimons que les peines ont été particulièrement réduites avec l'emprisonnement de 5, 20 ou 25 ans alors qu'on avait requis l'emprisonnement à vie. Nous avons présenté plusieurs charges contre ces accusés, par exemple 14 contre Sankara, 9 contre Rusesabagina, mais la Cour a retenu seulement 4 contre Sankara, 2 contre Rusesabagina et une seule contre Herman ainsi que d'autres. Certains des accusés ont également fait appel de leur condamnation, comme Sabimana Calixte alias Sankara, condamné à 20 ans de réclusion. Paul Rusesabagina, qui a refusé de comparaître au tribunal depuis mars 2021, lui n'a pas fait appel, mais plutôt l'accusation qui estime que sa peine de 25 ans d'emprisonnement devrait être alourdie davantage en retenant toutes les charges à son encontre. Les membres de la coopérative de commercialisation du matériel de construction se réjouissent de la condamnation de ceux qui ont détourné les fonds de la coopérative estimés à plus d'1,5 milliard de francs rwandais. Le verdict présenté publiquement aux membres de la coopérative dans une réunion d'assemblée générale ce dimanche montrait que la coopérative a droit à une indemnité de plus d'1,7 milliard de francs rwandais, ce qui faisait la joie des membres de la coopérative Copcom. Le directeur général de l'agence rwandaise des coopératives a fait savoir que les investigations se poursuivent pour identifier tous ceux qui auraient participé dans ce détournement de fonds de Copcom. Cette coopérative qui fait le commerce de matériel de construction compte 321 membres. Les problèmes de mauvaise gestion ont commencé à se faire sentir en 2015. Actuellement, la coopérative parvient à faire entrer plus de 64 millions par mois provenant de la location de son bâtiment commercial. La part sociale de chaque membre est estimée aujourd'hui à environ 30 millions de francs rwandais. Les artisans du district de Musanze disent que bien que la pandémie de Covid-19 les ait touchés durement, ils sont satisfaits des progrès qu'ils ont réalisés. Kassim Youssouf. Le Centre des arts et de la culture Nshuti est l'une des maisons d'art les plus populaires de la ville de Musanze. On y trouve certaines expositions artistiques et culturelles fabuleuses. Ganza Odari Olivier est un artiste qui travaille dans ce centre. Il dit que bien que la pandémie de Covid-19 ait entraîné la baisse de leur clientèle artistique, ils n'ont pas cessé d'être créatifs car c'est quelque chose qui les passionne. Notre travail, c'est de l'art visuel. Comme vous pouvez le voir, nous l'avons fait à travers la combustion du bois et c'est ainsi que cette image a été faite. Et pour cette peinture, par exemple, je l'ai faite pendant 3 semaines. Cela pouvait même prendre 6 mois à 1 an sans être acheté. Nous investissons, mais ne gagnons pas immédiatement. Cela demande du temps et du dévouement, surtout maintenant que nous sommes en pleine pandémie. D'autre part, Machakiro Bienvenu a fréquenté l'école d'art pendant 7 ans. Il a décidé de créer son propre centre d'art en 2021 en investissant
plus de 10 millions de francs rwandais. Avec 12 autres artistes, il enseigne actuellement l'art à 6 jeunes enfants. Lui et d'autres artistes sont fiers du progrès qu'ils ont réalisé. J'ai commencé à travailler en 2015 en tant qu'artiste indépendant. J'ai pu obtenir de l'argent que j'ai investi dans ce lieu et ouvert ce centre. C'est la preuve que l'art est lucratif et que vous pouvez en tirer des revenus. Il y a tellement d'opportunités dans l'art. Je peux gagner environ 5 000 francs rwandais et je vais même à l'école. L'art est un métier qui m'a aidé. J'ai fait des études universitaires grâce aux revenus de ce métier. C'est tout à fait possible de vivre de ce métier. Le vice-maire de Musanze, chargé du développement économique, exhortait les artisans de la région à s'unir afin d'apporter leur contribution au développement de la ville de Musanze en particulier. Nous nous sommes donné ce mois de janvier pour les enregistrer afin que nous puissions les inclure dans la base de données du district pour qu'ils fassent partie des partenaires qui travaillent à embellir et développer davantage le district et pour que nous apprenions d'autres villes comme Mombasa et d'autres dans le monde qui ont fusionné l'art et le développement des villes. Cependant, ces artisans disent qu'ils ont encore des défis à lever, tels que les coûts élevés des matériaux dans le pays, la peinture entre autres, rendant finalement leur travail plus cher que ce que les gens pourraient habituellement se permettre. Page maintenant au sport. Le championnat national Primus National League, après un moment d'arrêt, s'est poursuivi ce week-end pour le compte de la 12e journée. La formation aux couleurs du ciel Rayon Sport a été tenue en échec par Musanze FC, 0 partout. Rutsiro FC s'est imposé face à AS Kigali 2-1. Gorilla FC et Ugesera ont fait match nul. Ce dimanche, 1 but partout et Kiyovu FC en tête du classement provisoire et son dauphin APR FC se sont neutralisés 0-0. L'entraîneur d'APR FC, Adil Erad Mohamed, a toutefois félicité ses poulains qui, selon lui, ont fait un bon match. Toujours, alhamdoulilah, toujours merci Dieu. Aujourd'hui, ils ont fait l'un des meilleurs matchs au niveau de la conception de jeu. La seule chose qui a manqué, c'est marquer des buts. On n'a pas réussi à marquer des buts. On a souffert parce que dans le football, il y a une opération qui s'appelle « tu marques pas, tu encaisses ». Tu marques pas, tu souffres. Le football, il ne rigole pas. Vous l'avez vu. Voilà, tu le respectes, il te respecte. Tu ne le respectes pas, il ne te respecte pas. C'est comme ça. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.